Vivre au Japon. Un rêve pour beaucoup, mais un cauchemar pour certains. Derrière les images de temples majestueux, de gratte-ciel futuristes et de traditions fascinantes se cache une réalité bien moins idyllique. Car s'installer dans ce pays, ce n'est pas seulement découvrir sa beauté, c'est aussi affronter un véritable parcours du combattant. Solitude, pression sociale, choc culturel, barrière de la langue, autant d'obstacles qui transforment parfois ce rêve en épreuve. Aujourd'hui, nous allons plonger sans filtre dans la réalité de la vie au Japon et découvrir pourquoi ce pays, aussi fascinant soit-il, n'est pas fait pour tout le monde. Donne-moi ton avis en commentaire. En effet, la plupart des gens ont tendance à se focaliser uniquement sur les aspects visibles et spectaculaires. Mais ce regard limité finit par donner une vision biaisée, réductrice, et parfois totalement erronée d'un pays. Prenons l'exemple du Japon. Au sommet de son iceberg culturel, on retrouve des éléments très connus et largement diffusés à travers le monde, comme les jeux vidéo, le cosplay coloré, les animés, les mangas, sans oublier les références aux samouraïs, ou encore la gastronomie japonaise avec ses sushis et ses ramen. On pourrait ajouter à cette liste bien d'autres aspects mis en avant par les médias, qui constituent autant d'images fortes associées au pays. Il faut cependant comprendre qu'il ne s'agit là que de la partie la plus matérielle, la plus accessible et la plus visible de la culture japonaise. C'est celle qu'un touriste va forcément remarquer en premier lorsqu'il pose le pied au Japon, car elle attire l'œil et se présente partout autour de lui. Bien qu'elle soit réelle et fasse effectivement partie de la culture du pays, cette portion reste en vérité minime comparée à l'ensemble. Ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. La véritable essence de la culture japonaise, celle qui explique la manière dont les gens vivent, pensent et interagissent, se trouve bien plus bas, dans la partie immergée et invisible de l'iceberg. C'est là, sous la surface, que se nichent les fondements, les croyances profondément ancrées, les codes sociaux souvent implicites, les valeurs philosophiques et spirituelles, mais aussi des façons de voir le monde auxquelles nous ne pensons pas forcément. Et ce sont précisément ces éléments cachés, ces aspects que l'on ne remarque pas au premier coup d'œil, qui deviennent essentiels à comprendre lorsque l'on décide un jour de déménager dans un autre pays. Imaginons à présent que vous ayez réellement ce grand désir de déménager au Japon. Vous commencez alors à préparer votre projet avec enthousiasme, à tracer dans votre esprit le chemin de ce voyage et à rêver aux aventures extraordinaires qui vous attendent. Rien qu'à cette pensée, votre cœur s'emplit de joie et chaque jour votre excitation grandit davantage, jusqu'à devenir une impatience difficile à contenir. Puis, vient enfin le grand départ. Vous prenez l'avion, traversez l'océan et atterrissez dans ce pays qui vous a toujours fait rêver, la terre du soleil levant. Vous voilà plongé en plein cœur de Tokyo, cette immense capitale qui fascine le monde entier. Tout autour de vous, les odeurs, les bruits, les images et même la lumière semblent différents. Chaque détail vous émerveille, et l'expérience paraît si intense qu'elle semble irréelle. Chaque geste, chaque promenade, chaque découverte devient une véritable aventure qui nourrit encore plus votre bonheur. Bienvenue dans ce que l'on appelle la première étape de l'expatriation, la lune de miel. Cette phase est la première d'un cycle de 4 étapes que traversent la plupart des personnes qui choisissent de s'installer dans un nouveau pays. Pour beaucoup, c'est la plus agréable de toutes, car tout est nouveau, inédit, fascinant, et chaque instant reste gravé comme un souvenir précieux. Dans cette période, tout vous séduit. La langue, les coutumes, la gentillesse des habitants, et même les aspects plus contraignants du pays semblent charmants et pittoresques à vos yeux. Dans ce contexte d'émerveillement permanent, le Japon devient une immense aventure à ciel ouvert. Vous partez découvrir les lieux emblématiques, comme l'impressionnante gare de Shibuya où se croisent des milliers de personnes à chaque minute, ou encore les quartiers trépidants de Tokyo avec leurs néons et leurs attractions innombrables. Vous empruntez les fameux trains japonais, réputés pour leur silence et leur ponctualité exemplaire, et vous en profitez pour observer la vie quotidienne locale. Dans cette phase de découverte, vous vous ouvrez aussi à la vie sociale. Vous vous faites de nouveaux amis, vous testez les karaokés, qui sont une véritable institution, vous goûtez aux plats typiques dans les meilleurs restaurants, et à chaque instant, vous avez l'impression d'être au centre du monde. Tout semble parfait, et vous êtes convaincu que vous venez de poser les pieds dans l'endroit le plus extraordinaire de la planète. Mais il est important que vous soyez préparé,
car une fois que l'excitation initiale commence à retomber, vous entrez dans une phase beaucoup plus difficile, celle de la frustration. Petit à petit, comme dans un mariage après l'euphorie des premiers instants, vous réalisez que le Japon que vous aviez idéalisé à travers les mangas, les sushis et les événements cosplay n'est pas forcément le Japon réel de votre quotidien, ce qui, au début, paraissait magique et fascinant, finit par devenir banal, répétitif et parfois même pesant. C'est à ce moment précis que le choc culturel se fait sentir avec force. Les frustrations apparaissent les unes après les autres, et elles peuvent être si intenses qu'elles entraînent du stress, de la colère, et parfois même des phases de déprime. Vous vous rendez compte que vivre au Japon ne signifie pas simplement profiter de ses temples magnifiques ou de ses technologies futuristes, mais aussi s'adapter à une routine de travail exigeante, à des règles sociales strictes et à une vie citadine souvent épuisante. Même si vous aimez profondément ce pays, il viendra inévitablement un moment où certaines expériences vous pousseront à le détester, ne serait-ce que passagèrement, et où vous aurez envie de tout abandonner pour rentrer chez vous. Ces difficultés deviennent particulièrement visibles dans les grandes métropoles comme Tokyo ou Osaka, où le rythme est effréné. Vous devez vous adapter à la routine des transports en commun bondés, où les trajets quotidiens peuvent durer des heures, coincés entre des dizaines d'autres passagers silencieux et fatigués. Vous découvrez alors une réalité bien différente de l'image souriante et accueillante que vous aviez au départ. Dans le métro ou dans la rue, les visages sont fermés, marqués par la fatigue, et les interactions sociales se réduisent souvent à leur strict minimum. Au lieu d'être entouré de personnes joyeuses et enthousiastes, vous vous retrouvez plongé dans un environnement où la pression et la lassitude sont omniprésentes. Cette ambiance peut donner un sentiment d'isolement et rendre chaque journée plus difficile à affronter. C'est précisément cette étape de la frustration qui représente le plus grand défi dans le parcours d'adaptation à un nouveau pays. Elle met à l'épreuve non seulement votre patience et votre résistance, mais aussi votre capacité à trouver un équilibre entre vos attentes et la réalité qui s'impose à vous. Un autre aspect fondamental à prendre en compte lorsqu'on vit au Japon, c'est bien sûr la question du travail. Les Japonais sont connus pour être extrêmement dévoués à leurs études et à leur emploi, et cela se reflète directement dans leur quotidien. Si vous choisissez de travailler au Japon, préparez-vous à faire face à un environnement professionnel à la fois fascinant et éprouvant. Cette impression d'être coincé dans une routine que vous ressentiez déjà dans la vie de tous les jours s'accentuera sans doute encore plus une fois au travail. Sans surprise, l'un des sujets de plainte les plus fréquents chez les expatriés concerne justement l'univers professionnel japonais. Dans de nombreux cas, les étrangers finissent par occuper des postes dans les célèbres usines du pays. Ces emplois, très répandus, accueillent une grande partie des travailleurs venus de l'étranger. Ce sont le plus souvent des tâches simples, répétitives et très opérationnelles qui demandent beaucoup de main-d'œuvre pour maintenir la chaîne de production en mouvement. L'avantage, c'est que ces postes sont généralement assez bien rémunérés comparés à de petits boulots similaires dans d'autres pays. On peut y gagner un salaire qui semble correct, parfois autour de 3000 yens, même si ce chiffre varie selon les régions et les entreprises. Mais si l'aspect financier peut paraître encourageant, le revers de la médaille est beaucoup plus lourd. Le Japon est tristement célèbre pour ses problèmes liés à la culture du travail. La charge horaire est souvent excessive et il existe de nombreux cas où les employés travaillent jusqu'à l'épuisement, au point de souffrir de ce que l'on appelle le karoshi, littéralement la mort par surmenage. Les longues journées de travail laissent très peu de place à la vie personnelle. Certaines personnes passent des années entières à enchaîner travail et trajet, sans véritable pause ni équilibre. Parfois même, certains employés n'ont plus vraiment le temps de dormir chez eux et finissent par s'assoupir dans les transports ou sur leur lieu de travail. Le plus inquiétant, c'est que de tels excès ne sont pas des cas isolés. On raconte que certains salariés peuvent travailler 20 heures d'affilée lors de périodes de forte activité et que cela reste, d'une certaine manière, toléré par la loi. Des témoignages font état d'employés ayant accumulé plus de 40 heures de travail en seulement 2 jours, ce qui, ailleurs, semblerait presque impensable. À cela s'ajoutent les heures supplémentaires qui, dans beaucoup d'entreprises, ne sont même pas rémunérées, ce qui rend la situation encore plus injuste et accablante. Bien entendu, il existe d'autres voies professionnelles pour les étrangers et tout n'est pas aussi sombre. Par exemple, l'enseignement de l'anglais représente une opportunité courante et parfois très valorisée.
Être professeur peut offrir de meilleures conditions et des salaires intéressants, surtout dans les écoles privées ou les universités. Mais il faut garder en tête que cela demande beaucoup de travail supplémentaire et que même ces revenus, séduisants au départ, peuvent s'avérer insuffisants à long terme si vous avez une famille à charge ou des projets plus ambitieux. Beaucoup d'étrangers se voient donc obligés de cumuler plusieurs emplois pour maintenir un niveau de vie correct. En somme, la culture du travail au Japon surprend et déstabilise énormément d'expatriés. Elle ne se limite pas seulement à de longues heures de bureau, elle implique aussi une hiérarchie très stricte, une pression sociale forte et parfois un climat professionnel où les étrangers se sentent marginalisés. Comprendre et s'adapter à cette réalité demande énormément de patience et de résilience, et c'est souvent là que beaucoup commencent à mesurer le véritable poids du choc culturel. Un autre aspect auquel beaucoup d'étrangers ne s'attendent pas en venant vivre au Japon, c'est la solitude. Ce pays, malgré ses grandes villes remplies de millions d'habitants, est souvent décrit comme un endroit où l'on peut se sentir terriblement seul au milieu de la foule. On parle d'ailleurs beaucoup de ce paradoxe, être constamment entouré de monde, mais ressentir un profond isolement intérieur. Si vous êtes de nature réservée et que vous appréciez le calme ou la discrétion, alors peut-être que cette atmosphère vous conviendra parfaitement. Mais si, au contraire, vous aimez créer des liens, vous faire rapidement des amis, partager vos journées avec des proches et être entouré de chaleur humaine, la réalité japonaise risque de vous paraître bien plus compliquée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en voyant les sourires polis et l'accueil respectueux, les Japonais ne tissent pas facilement des liens profonds avec des étrangers. Cela ne veut pas dire qu'ils sont fermés ou hostiles, loin de là. En général, ils sont prêts à vous aider, à engager une petite conversation ou même à vous inviter dans certaines activités. Mais transformer ces interactions de surface en véritables amitiés solides demande beaucoup de temps et d'efforts. Cette barrière culturelle peut frustrer ceux qui espéraient retrouver au Japon la même facilité relationnelle que dans leur pays d'origine. À cette difficulté s'ajoute un autre facteur, la mobilité constante des personnes. Dans de nombreuses communautés étrangères installées au Japon, les gens vont et viennent sans cesse. Vous pouvez vous lier d'amitié avec quelqu'un, et quelques mois plus tard, cette personne repart déjà pour une autre ville, un autre pays, ou retourne chez elle. Contrairement à certaines régions du monde où les gens s'installent durablement et restent longtemps au même endroit, la vie au Japon est marquée par ce mouvement continu. Résultat, vous êtes souvent amené à perdre vos amis et à devoir reconstruire de nouveaux liens, encore et encore. Après avoir traversé toutes ces étapes, la phase de découverte, l'adaptation difficile, les barrières culturelles, la pression du travail et la solitude, beaucoup d'étrangers finissent par entrer dans une nouvelle étape, celle de l'ajustement et parfois de l'acceptation. Au bout d'un certain temps, les différences culturelles qui semblaient insurmontables deviennent plus compréhensibles. On apprend à relativiser, à mieux gérer ses attentes et à trouver un équilibre entre ses propres valeurs et celles du pays d'accueil. Certains développent une véritable admiration pour l'organisation, le respect des règles et la richesse culturelle du Japon, au point de ne plus imaginer vivre ailleurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour beaucoup, cette phase est synonyme de compromis. On s'habitue à certaines choses, mais d'autres continuent de peser lourdement. Par exemple, certains acceptent les longues heures de travail, mais ne parviennent jamais à s'adapter au manque de relations profondes. D'autres apprécient la sécurité et la propreté, mais restent frustrés par la rigidité sociale et les difficultés à s'intégrer pleinement. Il y a aussi ceux qui, après plusieurs années, choisissent tout simplement de repartir. Ce n'est pas un échec, c'est une décision basée sur l'honnêteté envers soi-même. Vivre au Japon peut être une expérience enrichissante et inoubliable, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Certains réalisent que malgré tous leurs efforts, ils ne se sentiront jamais complètement à leur place. Et puis, il y a ceux qui trouvent un juste milieu. Ils ne s'intègrent pas totalement, mais ils créent leur propre bulle de confort. Ils construisent une vie hybride, mélangeant leur culture d'origine et les habitudes locales. Ce sont ces personnes qui, sans forcément devenir japonaises, réussissent à transformer leur séjour en une aventure durable et enrichissante. En fin de compte, vivre au Japon, c'est accepter de naviguer entre fascination et frustration, entre émerveillement et désillusion. Ce pays a énormément à offrir, mais il demande aussi beaucoup en retour: patience, tolérance
et une grande capacité d'adaptation. Ceux qui réussissent à franchir toutes ces étapes découvrent une expérience unique qui les transforme profondément, qu'ils décident de rester ou de repartir.